On poursuit ce Lex Inside. On va s'intéresser à la fin des services sous licence avec mon invité, Éléonore Favero Agostini, associée cofondatrice du cabinet Adlan Avocat. Éléonore, bonjour. Bonjour. On va voir ensemble donc la fin des services sous des contrats sous licence, mais tout d'abord, on va s'intéresser au retrait d'un service sous licence. Dans quel cas une entreprise peut-elle légalement retirer un service sous licence? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, une entreprise ne peut pas retirer arbitrairement un service qu'elle a accordé, enfin, pour une licence qu'elle a accordée. Donc, il y a forcément déjà un motif contractuel. Donc, il faudra des clauses contractuelles express, licites et non abusives qui auront été prévues dans le contrat et qui permettront normalement le retrait de ce service. Mais souvent, il y a aussi parfois des raisons légitimes, comme une obsolescence technique du service, un arrêt d'activité, une fusion-acquisition, ou même des impossibilités économiques de maintenir le service qui vont pouvoir entraîner cette fin. Il y a également aussi souvent le manquement grave d'un utilisateur. De quoi s'agit-il, le manquement grave? Par exemple, un usage frauduleux où on commence à soit accorder des accès à des utilisateurs qui n'étaient pas prévus pour économiser le coût de licence par utilisateur, ou quand on commence à remarquer qu'il y a des opérations de reverse engineering, c'est-à-dire que l'utilisateur va regarder un peu comment le code est fait, essayer de copier ce code source ou d'accéder à des fonctionnalités auxquelles il n'avait pas accès normalement, ou même parfois des défauts de paiement aussi substantiels, ou alors on arrête à ce moment-là le service, d'accorder le service. Et il y a également une appréciation qui est faite très concrètement par la jurisprudence et souvent circonstanciée des situations. Par exemple, la Cour d'appel de Paris, donc c'était un arrêt de 2020, avait considéré qu'un arrêt du service, une entreprise ne peut exonérer sa responsabilité que si elle a respecté l'ensemble de ses obligations, donc d'information, de loyauté, et aussi démontrer l'existence d'une raison légitime. Une raison légitime, ça peut être quoi, par exemple? Ça pourra, par exemple, justement, le fait, l'obsolescence technique, un arrêt programmé, enfin, toutes ces raisons qui vont faire qu'il n'était plus possible pour l'entreprise de maintenir ce service. Par contre, sera considéré comme brutal un retrait lorsque la rupture a été imprévisible, soudaine et relativement violente. Et donc, il faudra faire très attention au délai qui va être accordé à l'entreprise avant le retrait effectif, entre le moment où on informe le client et le moment où on retire effectivement le service. Par exemple, parce que même si on prévient longtemps à l'avance, on pourra considérer qu'en raison de la complexité de la migration, il faut un délai plus long. Il faudra un délai beaucoup plus long, et la Cour de cassation a déjà pu ordonner le maintien du service jusqu'au terme du contrat parce que la résiliation anticipée causait un dommage imminent à l'utilisateur. D'accord. Et même en laissant 6 mois, 1 an, la migration n'aurait pas permis la continuité du service, et la Cour a donc obligé le maintien du contrat jusqu'à son terme. Donc attention à ce délai. Justement, pour éviter ces cas de figure, ce qui est important, c'est d'encadrer tout ça dans les clauses contractuelles, essayer d'encadrer cette fin anticipée du service. Comment fait-on? Alors déjà, il faut comprendre les clauses qui vont déclencher cette résiliation anticipée, donc les clauses de résiliation pour convenance, de résiliation anticipée, aussi les cas de force majeure, où souvent on va se contenter d'une clause relativement un modèle un peu bateau, et on oublie de la connecter ou de la renvoyer aux clauses qui, elles, vont encadrer. D'accord. Donc bien faire les renvois entre les différentes clauses. C'est ça, qui va notamment dire, par exemple, que les clauses de réversibilité, qui permet, et celle-là est extrêmement importante, d'encadrer le format, par exemple, et c'est là que le juridique et le technique doivent se concerter, parce qu'un juriste aura du mal à comprendre dans l'outil, est-ce que ce sera des formats standards qu'il faut, est-ce que ce sont des formats spécifiques, quelle est la durée de cette réversibilité, et parfois les coûts de réversibilité peuvent être de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros, parce que la migration est une opération très lourde qui nécessite un temps à la fois des investissements humains et techniques importants. Donc bien rédiger cette question des formats notamment. Des formats et des coûts. À qui prendra en charge le coût de la réversibilité, parce qu'il peut y avoir de grandes tensions qui vont se créer. Non seulement on n'a plus le service, mais en plus on doit payer une forte somme d'argent pour pouvoir continuer à utiliser un service équivalent. Il y aura aussi les questions de remboursement au prorata, de dire vous nous avez payé pour une utilisation, peut-être un abonnement sur 5 ans, on arrête au bout de 2 ans.
ce remboursement, et également toutes les clauses de compatibilité, d'interopérabilité, et également de migration, de portabilité qui devront également être rédigées et encadrées. Alors les clauses sont importantes, mais il y a aussi un certain nombre d'obligations à respecter par l'éditeur du service. Quelles sont les principales obligations des éditeurs par rapport à leurs clients quand ils mettent fin de manière anticipée au contrat sous licence ? Alors, il y a déjà effectivement celle d'information préalable. En tant que professionnel, il est tenu à une information, donc il devra donner une notification claire, individualisée à chaque client sur la fin de ce service, avec notamment bien préciser la date effective de fin de ce service. Il y aura également, effectivement, permettre la récupération des données. Mais ça, il faudrait que ce soit bien prévu aussi dans le contrat et de le vérifier, parce que surtout si la propriété des données. D'avoir bien pensé à prévoir au contrat, le client reste propriétaire de ces données, parce que sinon, peut-être... Et dans ce que vous observez, parfois, c'est pas le cas ? Alors souvent, ce n'est pas forcément le cas. Souvent, déjà parce qu'il y a des contrats qui sont des contrats des contrats quand on ne les négocie pas. Des contrats... Avec des causes exclusives d'adhésion ? Des contrats d'adhésion, absolument, voici le mot. Des contrats d'adhésion, donc le client n'a pas forcément la capacité de négocier les clauses. Parfois, le client n'a pas en interne les ressources juridiques à l'époque, pour négocier ces clauses. Et très souvent, quand on se dit aussi, je ne vais pas forcément perdre le temps, je coche les petites cases, je signe à distance, je ne prends pas plus en considération que ça l'impact que cela peut avoir. Mais les conséquences peuvent être très importantes et très chères. Par exemple, l'assistance à la migration, parce que même si justement l'entreprise, l'éditeur est tenu à une obligation de loyauté, néanmoins, c'est pas pour cela qu'il est tenu de payer la migration, de payer la réversibilité et de restituer les données dans le format qu'il serait nécessaire pour le client. Parce que parfois, passer ne serait-ce que d'un format PDF à un autre format, ça peut prendre beaucoup de temps. Et il y a aussi des risques associés à cela. Est-ce que l'éditeur est tenu ? Pas forcément. Et c'est important. Vous évoquez la restitution des données. Est-ce qu'il y a aussi des enjeux en matière de RGPD ? Alors, en soi, le RGPD, lui, n'encadre pas directement la fin des contrats, ce n'est pas son objet. Néanmoins, forcément, il l'impacte effectivement, notamment, par exemple, le droit à la portabilité des données, même si entre professionnels, il est moins applicable. Il y a effectivement tout ce qui va être aussi... Quand un client va changer de sous-traitant, il va devoir faire très attention à mettre à jour ses registres, mettre à jour l'information des personnes concernées. Il va devoir également vérifier la suppression des données ou en tout cas la restitution des données par son ancien prestataire. Et encadrer avec l'hébergement, les nouvelles données, de vérifier tout ce qui est la sous-traitance des données également avec le nouveau prestataire. Donc il y a aussi des enjeux de conformité des données en matière de RGPD. Oui, en fait, dès qu'il y a des données, il y a toujours des enjeux de conformité RGPD. Il est extrêmement transversal et on le retrouve vraiment partout. On va conclure là-dessus. Merci Éléonore Favero-Agostini. Je rappelle que vous êtes associée, cofondatrice d'Adlan Avocat. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.